Du 14 au 15 juin 1966, le Doudard de Lagrée est dans l'archipel des Saintes. Cette escale, potentiellement semblable à celles qui ont précédé, sera bien différente pour les gens du troisième tiers. En effet, depuis plusieurs semaines, une mise à terre du corps de débarquement est programmée à Terre-de-Bas. Nous devons servir de plastron aux jeunes appelés locaux pour un exercice comportant plusieurs embuscades. Je suis alors voltigeur, c'est-à-dire un élément de pointe dans ma section. Alors, équipé comme un vrai guerrier ce jour-là, j'embarque dans l'un des deux LCPS, des embarcations échouables, à destination du théâtre d'opération. Sous le commandement de notre chef de corps de débarquement, l'enseigne de vaisseau de première classe, Ferry, nous mettons pied à terre sans trouver de résistance. C'est normal, ça n'était pas prévu. Dans ce petit village que nous ne pourrons pas visiter maintenant, guerre oblige, mais où nous reviendrons triomphants, c'est prévu. Aussitôt, une double colonne s'ébranle occupant les deux côtés de la route, ou plutôt de la piste, en direction de la première embuscade. Et l'on entend « Gardez vos distances derrière » ou encore « Vos gueules ». Tout ça, ce sont les seuls bruits, interrompant le silence quand même relatif, qui accompagne notre lente progression vers un casse-pipe attendu. Chaque fossé, chaque recoin est investigué sur l'avant de la colonne par nos voltigeurs, dont je fais partie. Pourtant, au détour d'un chemin, c'est l'attaque surprise et meurtrière. D'autant plus meurtrière que nous rechignons à plonger en contrebas pour nous protéger. Il faut dire que la pente est raide et qu'il y a des broussailles. Les défenseurs de l'île, incontestablement vainqueurs de cet épisode, se replient non pour épargner ce qui reste de la colonne, mais tout simplement parce qu'il est prévu, dans le cadre d'opérations de harcèlement, d'effectuer deux autres actions du même genre. La seconde n'aura pas lieu. Nous sommes perdus, si bien perdus que nos ennemis ne nous trouvent pas. Durant notre périple, nous rencontrons un magnifique iguane qui, assiégé par tous ces hommes en armes, reste pétrifié. Plus tard, nous passons à proximité de Mancenillier, ces arbres urticants à éviter quand il pleut. En soirée, les kilomètres commencent à se faire sentir dans nos jambes. Dans nos esprits, le doute s'installe car nous ne sommes toujours pas absolument certains de marcher dans la bonne direction. Nos épaules sont entaillées par le poids de nos sacs. L'occasion est trop belle pour ne pas penser à les vider du contenu d'un repas. Cette chose est faite lors d'une courte pause et comme prévu, nous repartons dans la pénombre pour une marche de nuit car au petit matin, loin d'ici, doit se jouer le dernier acte de cette incursion en territoire ennemi. Une nuit difficile. Nous progressons dans la forêt sous un ciel nuageux. Les torches ne sont autorisées qu'exceptionnellement. Les sentiers sont étroits et caillouteux. Nous franchissons raidillons les collines avec en contrebas des pentes assez abruptes. L'un d'entre nous fait une chute de plusieurs mètres, heureusement sans gravité, et, pour les autres, on ne compte plus les gadins, ponctués de jurons et de grognements. L'aube nous trouve épuisés, désabusés, somnolents debout dans nos patogas et progressant au milieu d'individus de verre vêtus, guettant à plat ventre quelque chose dans la direction d'où ne nous venons pas. Trop tard pour eux. Nous sommes les premiers à comprendre. Les embusqués sont débusqués. Nos armes crépitent. Nous tirons à bout portant sur nos ennemis, ahuris, incrédules, penauds de s'être laissés surprendre. Les défenseurs de l'île sont néanmoins déclarés globalement vainqueurs. C'est normal, notre présente victoire n'est due qu'au hasard qui, après une longue errance, nous a placés dans le dos de nos ennemis. La guerre se termine autour d'un casse-croûte collectif, puis, après avoir réajusté nos uniformes, nous faisons une rentrée remarquée au village en défilant tous ensemble.